Chers frères, chères sœurs, chers enfants, chers papas et chères mamans. Aujourd'hui, si je prends la parole, c'est en tant que femme, en tant que mère, en tant que citoyenne. La situation actuelle ne plaît à personne. Je voudrais rappeler ceci. Le Gabon a 3 couleurs sur son drapeau. Le vert, qui représente la forêt, le jaune, les richesses minières, le bleu, tout ce qui est eau, disons, l'océan, et tout ce qui est rivière, etc. Le Gabon a un hymne qu'on appelle la Concorde, afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. C'est le 3e couplet de notre hymne national. Lorsque je me retrouve avec un frère ou une sœur d'une autre province, que ce soit l'estuaire, le Moyen-Ogooué, le Haut-Ogooué, l'Angounié, la Nyanga, je ne les citerai pas tous, et qu'on se retrouve dans un pays étranger, lorsqu'on me demande à moi, vous êtes de quelle nationalité? Je réponds, je suis gabonaise. Et lorsqu'on demande à l'autre, de quelle nationalité vous êtes? La personne répond, je suis gabonaise. C'est au nom de cette identité commune, de cette nationalité commune, que je m'adresse aux uns et aux autres. Je rappelle que le Gabon que nous formons, contrairement aux autres pays d'Afrique, ne compte pas plus de, disons, 2 millions et quelques d'habitants. 2 119 000 habitants depuis 2018. On ne sait pas si ça a augmenté ou si ça a diminué avec le corona que l'on subit actuellement. Pour parler du coronavirus et précisément du Covid-19, quelle est la province qui n'a pas été touchée? Quelle est la famille qui n'a pas été touchée? Qui n'a pas pleuré un malade? Parce que quand quelqu'un est malade, ça fait pleurer aussi. Lorsque j'ai entendu une relation à moi qui sort du Covid-19 me dire que lorsque il était au plus mal, il avait l'impression qu'on l'étranglait. L'impression qu'il avait, c'est qu'on l'étranglait. Et vous ressentez la souffrance de l'autre parce qu'il est votre ami. Hier, je regardais un film et il y avait comme un tremblement de terre avec des tsunamis qui s'étalaient sur plusieurs continents, plusieurs pays. Et un des présidents disait que lui ne prendrait pas l'avion pour fuir et aller dans le pays où ça allait mieux. Il reste avec ses populations. Il a dit ceci, parce que dans une situation comme celle-ci, nous sommes tous frères et sœurs, nous sommes une famille. Alors c'est au nom de cette famille, chers amis, chers compatriotes, chères mères, chers pères, chers frères, chères sœurs, que je voudrais m'adresser à vous. Il ne se passe pas un jour, lorsqu'on regarde les réseaux sociaux, il ne se passe pas un jour sans que nous ne soyons là à nous taper dessus. Je pourrais utiliser une expression courante, vous dites à nous tabasser, psychologiquement, moralement, mentalement, à juste titre. Parce que lorsqu'on est en colère, c'est la réaction qu'on a. Et je me pose une question. Les autres sont 6 millions, 13 millions, parfois 60 millions dans un État. Nous ne sommes que 2 millions et quelques. Nous voulons imiter tout ce qui se bat, tout ce qui se déchire. Est-ce que, à un moment donné, on ne peut pas s'arrêter et se dire où est-ce qu'on va? Nous ne sommes pas devenus des animaux pour nous faire du mal
comme ça. Nous ne sommes pas devenus des animaux pour nous déchirer comme ça. À un moment donné, faisons le bilan. Qu'est-ce que nous voulons pour notre nation? Lorsque nous étions jeunes, on nous disait, le Gabon, c'est votre maman. Et on l'appelait la mère patrie. Il faut la protéger comme une maman. Et il faut la protéger comme un papa. Parce que le père donne, la mère donne aussi. Mais si je suis gabonaise, et si ma soeur ou mon frère du Haut-Lintem est gabonais, si celui de l'estuaire, du Haut-Ogoué, du Moyen-Ogoué, de l'Angounié, de l'Anyanga, de l'Ogoué-Ivindo, de l'Ogoué-Lolo, de l'Ogoué-Maritime, j'ai déjà cité le Haut-Lintem. Si nous sommes tous Gabonais, nous nous appelons Gabonais, où est-ce que nous allons avec cette haine que nous développons chaque jour un peu plus? Je vais m'adresser au gouvernement. Je me permets parce que je fus membre du gouvernement. J'ai même été candidat à la présidence de la République. Mais regardons le courage d'une femme qui s'est levée pour aller faire comme les hommes et dire, moi aussi je voudrais essayer d'apporter ma petite pierre de femme, de mère, de citoyenne à ce pays parce que je pense que je pourrais faire les choses autrement. Je n'ai pas été élue, mais ça ne m'a pas amené à en vouloir à qui que ce soit, à devenir ennemi et puis à aller sur les réseaux sociaux pour insulter X ou Y. M'adressant donc au gouvernement, je voudrais leur rappeler ceci. Lorsqu'on occupe ces postes-là, et si on accepte de les occuper, parce qu'on peut dire non, souvent on ne nous consultait pas, vous êtes devant votre télévision et puis vous voyez votre nom sortir. Je ne sais pas si c'est toujours la même chose, mais à l'époque d'Omar Bongo Ondimba, il vous surprenait de cette manière-là. Vous vouliez, vous restiez ministre, vous ne vouliez pas, vous alliez lui dire que ce n'était pas possible. Mais quand on accepte, c'est qu'on accepte de se mettre au service des autres. C'est un sacerdoce. On ne vient pas à ce poste-là pour que les autres viennent nous adorer, nous aduler, applaudir et faire de nous des vedettes. Nous ne sommes pas des vedettes. Nous sommes des personnes au service des autres. Lorsque nous sommes, par exemple, ministre des Travaux publics, on s'intéresse à toutes ces routes-là qui nous empêchent de vivre, qui cassent nos voitures, qui empêchent les enfants d'arriver à l'heure à l'école parce que la route est mauvaise. Lorsqu'on est ministre des Affaires sociales, on s'occupe de tout ce qui est social, on s'occupe des indigents, des vieux, qu'est-ce qu'ils deviennent, qu'est-ce qu'ils font. On se met au service des autres lorsqu'on accepte d'aller au gouvernement. Ce n'est pas pour qu'on nous porte nos sacs. J'ai vu des chefs d'État prendre le régulier pour voyager. J'ai vu. Et les populations aiment ça. Alors au gouvernement, je voudrais dire, est-ce que vous êtes là-bas pour faire un bras de fer avec les populations? Non. Vous n'êtes pas une race à part et les populations une race à part. Nous sommes tous ensemble, main dans la main. Vous êtes là-haut pour aider les populations à améliorer leur bien-être. J'étais au départ secrétaire d'État au travail. À un moment donné, il y avait des grèves à répétition. Il m'est venu à l'idée de mettre face à face, pour la première fois de l'histoire, les syndicats des travailleurs et les syndicats des employeurs. Ah, ce fut houleux, la réunion. Mais quand on est sorti de là, ils sont sortis, chacun comprenant la position de l'autre. Et le calme est venu par la suite. Lorsqu'on parlait d'une grève qui allait éclater, j'allais voir le ministre de l'époque, pour ne pas le citer, et je lui disais, j'irai voir les personnes qui veulent faire la grève, je vais discuter avec eux. Ah, c'est dangereux. Non, comment c'est dangereux? Comment je peux avoir peur de mes compatriotes? Comment je peux avoir peur d'aller dialoguer avec mes frères, mes sœurs, mes enfants?
Et quand j'allais, je les écoutais. Et en fonction de ce que je disais, ils arrêtaient. J'ai déjà arrêté des grèves qui allaient éclater. Parce que je me dis, je suis au service des autres. Et lorsque j'étais parlementaire, hier je discutais sur WhatsApp avec un compatriote, un artiste, qui disait ne pas comprendre comment un député n'est pas là pour voter la loi, consentir l'impôt, enfin toutes ces missions qui reviennent aux députés. Pourquoi le député fait plus que ça? Il va même jusqu'à s'intéresser aux routes, aux fontaines publiques, etc. Je lui ai dit ceci. C'est vrai que les parlementaires ont une mission particulière. C'est écrit dans les textes. Mais le parlementaire africain ne doit pas se comparer au parlementaire européen qui a des textes et qui applique les textes. Le parlementaire africain, parce qu'il est africain, parce qu'il a le sens du partage, parce qu'on l'a élevé comme ça, le parlementaire africain se doit d'être encore plus à l'écoute de ces populations parce qu'elles ont des doléances beaucoup plus importantes que celles d'Europe, ou ne disons pas importantes, mais différentes. Lorsqu'on vient me dire en tant que parlementaire qu'une petite fille de 7 ans est décédée parce que lorsqu'il pleut, les eaux montent et les populations avaient l'habitude d'empiler les roues, qu'on appelle les roues de Caterpillar. Et la petite de 7 ans, ce matin-là, a glissé à l'intérieur de, je ne sais pas combien de piles de roues, peut-être 4, peut-être 5, je n'en sais rien. Et ses petits amis n'ont pas pu la sortir de là. Ça veut dire que les parents étaient repartis et pensant que la sécurité était assurée, ont laissé les enfants traverser. Mais la petite est tombée, elle a glissé et elle est décédée là. Et quand on est venu me le dire, je suis allée voir l'endroit où la petite est décédée. Et j'ai décidé de construire une passerelle pour que les populations n'aient plus à mettre des roues, mais à passer comme des personnes dignes. C'est leur donner de la dignité de ne pas monter sur des roues, mais de traverser l'eau à partir d'une passerelle. Oui, ce n'est pas le rôle du député, mais à l'époque, et je le reproche au gouvernement aujourd'hui, on donnait aux parlementaires, tous partis confondus, 10 millions francs CFA de fonds de souveraineté en une fois. Parce que ces 10 millions, pour ceux qui étaient loyaux, cet argent devait servir à faire des petits actes aux populations comme une ramification du gouvernement. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Il faut qu'on vous le dise aussi. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Il ne peut pas avoir l'œil partout. Le temps que le budget se mette en place, le temps qu'on décide de faire une passerelle par-ci, par-là, il peut se passer 6 mois, 7 mois. Mais avec les fonds de souveraineté, lorsqu'il y a des urgences comme celle-là, eh bien, on utilise les fonds de souveraineté pour ça. J'ai utilisé les fonds de souveraineté pour construire une passerelle. Oui, c'est à ça que ça servait les fonds de souveraineté. Qu'est-ce que je reproche au gouvernement? Je reproche maintenant d'avoir divisé ces fonds de souveraineté et de donner 833 000 par mois. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 833 000 francs quand il faut aider les populations, par exemple, à mettre un groupe électrogène ou bien... C'est des petites choses comme ça pour lesquelles l'argent est donné. Oui, le parlementaire africain doit faire plus que ce que le parlementaire européen est appelé à faire. Il doit être proche des populations et aider les populations à améliorer leurs conditions de vie. Lorsque les populations viennent me dire que pendant des années, le dispensaire d'Okala ne fonctionne pas, mais qu'est-ce que je fais? C'est eux qui m'ont voté. Qu'est-ce que je fais? Je prends mes deux jambes. J'étais allée voir le trésorier payeur général, M. Blaise Louembe, pour lui poser le problème. Et M. Blaise Louembe a été attentif à ma demande et a mis en place ses propres agents pour aller réfectionner le dispensaire d'Okala. Est-ce que ce n'est pas le rôle d'un député? Mais bien sûr que si, c'est le rôle d'un député africain. On ne peut pas le reprocher. La personne me disait, mais c'est le rôle du maire. Mais le maire,
Il a quel budget, le maire? Il n'y a pas encore de décentralisation qui puisse permettre au maire d'être tentaculaire au niveau des dépenses. Je sais de quoi je parle. Je n'ai jamais été maire, mais je le sais. C'est nous qui votions le budget à l'Assemblée nationale. Alors, j'ai pris ces exemples sur moi pour dire au gouvernement que les fonds de souveraineté qu'ils ont découpés ne servent à rien. Peut-être que les nouveaux membres du gouvernement ne savent pas à quoi servaient ces fonds de souveraineté. Ce n'était pas des indemnités supplémentaires pour la poche du député ni du sénateur, non. C'était 10 millions en une fois pour poser des actes concrets. Maintenant, m'adressant aux femmes, je vous dis, je ne m'adresse pas ici aux femmes en tant que présidente de réseau ou bien présidente d'ONG, etc., mais en tant que citoyenne, individu, ancien membre du gouvernement, ancien député, ancienne sénatrice, président du groupe parlementaire au Sénat, ancien chargé de mission Afrique. J'ai le devoir de dire ce que je pense. Il y a des erreurs de part et d'autre. Au gouvernement, si chacun, au poste qu'il occupe, faisait ce qui lui est demandé, je vois il y a des ministres qui travaillent. Madame Madeleine Baird est une dame que j'admire, elle fait un travail intéressant. Partout où elle passe, on voit bouger les choses. J'ai vu la jeune, son nom m'échappe, son prénom est là, Priska. J'ai vu avec quelle fougue elle est arrivée pour faire bouger son ministère. Mais est-ce que vous avez les coudées libres pour travailler? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Le gouvernement n'est pas là, comme je l'ai dit depuis le départ, pour les honneurs, les titres et l'argent. Les membres du gouvernement sont là, au poste qu'ils occupent, pour poser des actes concret. Il faut avoir le courage de dire « je ne peux pas, je me retire ». C'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait en 2008. Je n'en pouvais plus de l'ambiance délétère qu'il y avait dans mon siège électoral, des coups bas entre pédégistes, un autre pédégiste contre un autre pédégiste. Je ne pouvais pas le comprendre pour moi qui suis, je peux dire, apôtre de la paix. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démissionné. Il n'est pas loin ce temps. Il est loin pour moi, mais il n'est pas loin pour vous qui pouvez prendre la main. Faisons un effort, chacun, pour que la paix revienne dans notre pays. Si j'avais été au Parlement, et Dieu seul sait, mes collègues, mes anciens collègues savent qu'on ne me fait pas faire ce que je ne veux pas faire. Je ne parlerai pas d'une certaine anecdote où nous avions une audience auprès du chef de l'État, les sénateurs, et on voulait me faire lire un discours qui ne convenait pas à mon état d'esprit ni à l'éducation que j'ai reçue de mes parents. On voulait m'amener devant le président de la République à aller, dès le deuxième paragraphe du discours, à insulter un homme politique qui était plus âgé que moi. Mais dans la tradition africaine, la mienne du moins, je n'ai pas le droit d'insulter un homme plus âgé que moi. Et je n'ai pas le droit de l'insulter s'il ne m'a rien fait à moi. La politique, ça ne veut pas dire deux camps rangés, un camp contre un autre. C'est un débat d'idées, pas un combat de coqs. Je suis désolée, ce qui se passe ne me plaît pas. Ce qui se passe ne me plaît pas. Comment faire pour revenir à la paix? Je disais que si j'étais au Parlement, pour le texte qui fait du bruit, l'article 5 sur la dépénalisation de l'homosexualité, qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit qu'il faut sévir lorsqu'il s'exhibe. Parce qu'il y a des gens, nous savons, dans nos familles, ne nous cachons pas, ne nous voilons pas la face. Nous en avons, nous les aimons, nous ne les jetons pas. Chez nous, on dit, quelle est la poubelle qui existe et dans laquelle une maman a pu jeter son enfant parce qu'il est voleur, menteur ou homosexuel, tout simplement.
Je dis, on aurait dû revoir le texte pour ne pas fâcher notre tradition, nos us et coutumes. On aurait dit, s'ils s'exhibent en public, ils auront à payer une amende, ils auront à aller en prison s'il y a récidive. C'est vrai que c'est choquant de voir deux hommes s'embrasser en public devant des enfants, devant des mamans. C'est choquant de voir deux femmes s'embrasser en public. Oui, ce n'est pas dans notre tradition, ce n'est pas dans notre culture. On ne peut pas nous imposer ça de l'Europe. Ça se fait en Europe, on voit des films, on voit... Oui, mais chez nous, ça ne se fait pas. Je n'aurais pas retiré l'article. Je l'aurais laissé, mais en revoyant le texte, au lieu de l'enlever complètement, en laissant libre cours à tout. Aujourd'hui, si deux messieurs viennent là au milieu de la salle s'embrasser, qu'est-ce que je peux leur dire? Je ne peux même pas les chasser. Il va les porter plainte, puisque vous avez laissé la porte ouverte. Un chef d'État ne doit avoir aucune rancune. C'est une anecdote que je retiens du président de la République, Omar Bongo Ondimba. Un jour qu'il me recevait dans son bureau, il m'a dit: il n'y a pas plus solitaire qu'un chef d'État quand il doit prendre des décisions compliquées, parce que parfois il y a des décisions compliquées à prendre. Et il m'a dit, un chef d'État, il doit être l'ami du fou, du voleur, du menteur, du tricheur. Et là, j'étais choquée. Je dis, mais comment le président peut me dire qu'on doit être l'ami du voleur, du menteur, du tricheur? Et aujourd'hui, je le comprends. Ça veut dire qu'un chef d'État, au poste où il n'a pas de rancune. Il n'a pas à aimer celui-ci plus qu'un autre. Il doit s'arranger pour que tout le monde se sente égal. Il doit s'arranger pour que la justice sociale soit effective. Mais ce n'est pas le cas. Je suis ici au quartier Ali Bandingue. Mais c'est pendant des jours et des jours et des jours que les gens n'ont pas d'eau. Voilà les problèmes qu'il faut régler. Ça, c'était primordial. Ça, c'est primordial. C'est pas que c'était primordial. Lorsque j'étais députée, j'avais mis en place une fontaine publique ici, pour les populations. Mais vous savez quoi? Je vois des camions-citernes qui viennent prendre l'eau dans ces fontaines publiques et qui vont les revendre au quartier, aux Gabonais. Est-ce que c'est normal dans un pays où il pleut tant? Est-ce que c'est normal de ne pas régler ce problème de l'eau dans un pays où il y a autant d'eau? Des rivières, des lacs, des barrages. C'est incompréhensible. Je me permets de parler parce que l'heure est grave. Il y a le Covid-19 qui nous sape le mental. Il y a des commerces qui sont encore fermés. On ne comprend pas pourquoi le marché de Montbouette, qui grouille de monde, où tout le monde se côtoie, est ouvert, et pourquoi certaines salles où les mesures barrières peuvent être prises sont toujours fermées, comme les salles événementielles, par exemple, comme les écoles des arts, par exemple, ou comme les écoles tout court. C'est vrai qu'on a commencé avec les classes terminales, on a pensé aux classes d'examen, mais quel genre de diplôme ils vont avoir avec tous ces mois en moins d'école? On ne rattrape pas 4 mois en un rien de temps comme ça. Mais bon, chers compatriotes, partout où vous êtes, je pense à ceux de la diaspora. Que de cerveaux gabonais dont manque le pays, dont est privé le Gabon, parce qu'ils n'ont pas l'assurance de pouvoir servir comme ils veulent. Tous ceux qui sont dans la diaspora ne sont pas dans l'opposition, ne sont pas dans la politique, même ils ne s'y intéressent pas. Il y en a qui ne s'y intéressent pas du tout, ce n'est pas leur problème. Mais ils ne peuvent pas rentrer, ils préfèrent offrir leurs travaux, leurs services là-bas. Je suis fière de constater que nous avons même un compatriote qui est devenu maire de Montrouge. Toutes nos félicitations. Mais nous perdons beaucoup de cerveau. Nous perdons beaucoup de cerveau parce que nous n'offrons pas
la plateforme qu'il faut pour que les Gabonais se sentent heureux chez eux. Prenons conscience de tout ça. Que chacun à son niveau se remette en question pour que ce Gabon ne tombe pas dans le chaos. Qu'il ne tombe pas dans le chaos. Je ne sais pas si on peut revenir sur la loi, mais ce bras de fer sur la loi, évidemment, sur l'homosexualité, mais il ne faut pas qu'on rentre en bras de fer avec le peuple. C'est une minorité qui a décidé de voter sans demander l'avis des populations. C'est déjà fait. Mais les textes de loi, on les révise, on les amende. Pour éviter le bras de fer, est-ce qu'on ne peut pas revisiter ce texte-là qui fait tant de mal et qui divise? On a même jeté en pâture les homosexuels dans les quartiers parce qu'ils se font frapper maintenant. Ce n'était pas le but. Ce n'était pas le but. Est-ce qu'il n'y a pas à revisiter? C'est vrai que ça nous est imposé par l'Europe, mais nous avons notre culture, nous ne sommes pas obligés de dire oui à tout. Le blanc, ce n'est pas le noir. Le blanc ne porte pas le panier sur la tête pour aller dans nos plantations. Le blanc ne met pas la banane dans son panier au dos pour aller dans nos plantations. Ça veut dire que nous avons nos réalités. Nous ne pouvons pas singer en permanence ce qui vient d'ailleurs. Ce n'est pas possible. Oui, nous parlons en français. C'est la langue nationale, c'est la langue qui nous réunit. Avec nos 70 ethnies, en quelle ethnie on peut se parler sans... Moi, quand un Fang parle, je pique quelques mots, mais je ne peux même pas avoir une conversation en Fang. Donc je dis, on ne peut pas tout singer. On n'est pas appelé à tout singer. On aurait dû réfléchir et dire aux Européens, oui, ce que vous nous demandez, protéger les minorités, oui, mais justement c'est la minorité, mais la majorité c'est le reste, qui a une éducation, qui a ses us, ses coutumes et qui ne veut pas entendre parler de ça. Est-ce qu'on ne peut pas revoir ce texte pour apaiser tout le monde? Trouver le juste milieu, éviter les exhibitions, sinon vous aurez telle amende ou tel emprisonnement. Ça arrangera tout le monde. Puisque je dis, dans nos familles, on sait qu'il y en a. Filles et garçons. Donc, pour terminer, j'ai parlé comme un fleuve, comme ça. C'est venu de mon cœur. J'avais mis en place un petit papier. Et je suis sortie de ce papier, je voulais être naturelle. Parce que ça me prend là, dans les tripes. Je peux dire, j'ai mal à mon Gabon. J'ai mal. J'ai très mal. Quand nous grandissions, nous rêvions d'un Gabon grandiose. On voulait un Gabon, on disait, la Suisse de l'Afrique. On voulait un Gabon où tout le monde est heureux, où tout le monde a son petit lopin de terrain. C'est possible avec les richesses qu'on a. Comment comprendre qu'un pays aussi riche, on a le manganèse, on a le bois, on a le pétrole, on a l'uranium, on a même, semble-t-il, les diamants, on a de l'or. Incompréhensible. Comment se fait-il qu'on ait un taux de 37%, je pense, de pauvreté? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut m'expliquer ça? Tout ça parce que le partage est mal fait. Il y en a qui, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, pensent que le Gabon devient une entreprise privée où il faut se servir et se servir. Non, le Gabon nous appartient à nous tous. Nous tous. Et la portion qui sort du pétrole, du bois, du manganèse, etc., doit être redistribuée. Chaque Gabonais doit avoir le fruit des richesses que Dieu a données naturellement à notre pays. Dieu a béni cette nation comme si c'était l'Éden, le jardin d'Éden. On pourrait dire c'est au Gabon. On a tout. On a la forêt, on a l'océan, on a les rivières, on a les lacs, on a les plaines. On a des montagnes, on a tout ce qu'il faut dans ce pays. Ressaisissons-nous, que chacun fasse son travail et que les égocentrismes et les égoïstes cessent. Je m'amasse des sous, tant pis pour mon voisin qui est dans la pauvreté. Non, ce n'est pas ton argent. D'ailleurs, pour nous les chrétiens, on dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Quand tu t'amasses l'argent de Dieu comme ça,
qui doit être versée au plus grand nombre, tu finiras pauvre. Moi, j'ai vu des ministres d'État finir pauvres, attendant le taxi au bord de la route. Je l'ai vu une fois dans ma vie, ici, dans ce pays. Je l'ai vu. On a vu des chefs d'État mourir seuls dans des pays étrangers, des tout-puissants chefs d'État. Attention, Dieu veille, Dieu guette, Dieu regarde. Ressaisissons-nous. Les femmes, nous avons un rôle prépondérant. Dieu nous a donné le rôle le plus passionnant, donner la vie. Un homme ne peut pas porter un bébé dans son ventre, jamais. Qu'est-ce que Dieu nous a donné en plus? Il nous a donné une poitrine gorgée de lait. Ça veut dire que partout où nous sommes, notre enfant ne peut pas mourir de faim. Nous allons au marché, il a faim, on lui donne. On prend l'avion, il a faim, on lui donne. La femme a aussi cela en elle, c'est qu'elle a les gènes. Dieu a mis en elle les gènes de l'amour pour aimer. Aimer son mari, aimer sa famille, aimer ses enfants. Et on peut constater que partout dans le monde entier, les femmes ont la même attitude dès qu'elles ont un enfant, l'attachement à l'enfant. Femmes, tous ces hommes, tous ces enfants, vieux et jeunes, nous devons les considérer comme nos enfants et ne pas nous taire lorsqu'on voit que la maison prend feu, la maison prend de l'eau. La maison Gabon est en train de prendre de l'eau. Nous ne devons pas nous taire. J'admire toutes ces femmes qui se lèvent ces derniers temps. Personne ne veut de guerre civile, personne ne veut de guerre, tout court, civile ou armée. On n'en veut pas. Alors, je voudrais continuer en disant à la population gabonaise, nos enfants ont besoin qu'on leur apprenne l'unité, qu'on leur apprenne la fraternité, qu'on leur apprenne à s'aimer, à s'aimer. Maintenant, comment faire? Que tout le monde s'y mette. Que tout le monde s'y mette. J'aime ce pays. Il n'y a qu'à voir les chansons des enfants du monde pour comprendre que j'ai voulu inculquer aux enfants l'amour, la passion pour le Gabon. La chanson dit ceci. Je suis née dans le Haut-Ogooué, je viens de l'estuaire, et moi je suis de Langounier, mais avant tout je suis gabonais. Parents, apprenez-moi à mieux aimer ma patrie. Demain, quand vous ne serez plus, j'aurai compris que par le travail, je fais la force de mon pays. J'aurai compris que par l'unité, je fais la paix dans mon pays. Voilà, ce n'est pas pour vous montrer que je sais chanter, mais c'est pour dire depuis combien d'années je ne passe mon temps qu'à donner des messages de paix, à composer des chansons pour la paix et à appeler mes compatriotes, enfants, adolescents et adultes à cette notion de la paix. Notre Gabon a besoin de ses papas, de ses mamans, de ses filles, chacun à son niveau a un rôle à jouer pour le Gabon. Ce n'est pas le rôle seulement des dirigeants, ce n'est pas le rôle seulement des politiques, pas seulement le rôle du gouvernement, ni du président de la République, c'est notre rôle à nous tous. Chacun sa part, sa petite part, pour faire un Gabon grand, un Gabon beau, un Gabon magnifique. Voilà, j'en ai terminé. Je vous dis à vous tous, je vous aime vraiment de l'amour de Dieu, parce que c'est ce qui me fait parler. Si je n'avais pas cette foi en Dieu, je ne serais pas là ce matin à vous parler. À bientôt. Je suis née